Alors, bonjour tout le monde. Je suis Marie-France Lafont. Je suis responsable du transfert de connaissances au C3S. Ça me fait plaisir de vous accueillir au Midi-Prisme et que vous soyez déplacés pour écouter une conférence très intéressante de Michel Parazelli, qui est professeur à l'Université du Québec à Montréal, qui est au département de travail social, qui est aussi directeur de la revue Nouvelles pratiques sociales. Il mène depuis de nombreuses années des recherches sur les jeunes de rue, les squats et l'itinérance. Éric Gagnon, qui est professeur, qui est ici chercheur au C3S de la Ville-Capitale, qui effectue des travaux sur les phénomènes de marginalisation, les politiques de lutte à l'exclusion et aussi sur le vieillissement et les soins aux personnes âgées. Alors, messieurs, je vous laisse la parole. Merci Marie-France. Bien, merci beaucoup. On va vous donner aujourd'hui, un aperçu ou un échantillon, en fait, des résultats de la recherche qu'on a menée à Québec, à Montréal, et de voir dans les médias, un peu partout. Dans cette recherche, sur tous les enjeux qui touchent le partage des espaces publics, les parcs, les rues, entre les personnes marginalisées, itinérantes et marginalisées, et les autres populations qui fréquentent ces espaces-là. Les citoyens, qui sont les commerçants, les résidents d'un quartier, les consommateurs qui fréquentent les commerces de ces quartiers. Michel va commencer, il va vous présenter un peu, donner un panorama un peu de la recherche de ces différentes dimensions, de ces différents axes, des questions de recherche sur lesquelles on a travaillé. Il va vous donner un premier échantillon des résultats qui touchaient l'analyse, vous allez voir, de la presse, des médias, touchant ces enjeux de partage public. Après ça, je vais prendre la parole pour vous parler d'enjeux qui touchaient le partage des espaces publics, spécifiquement à Québec et plus spécifiquement dans le quartier Saint-Roch à Québec, autour de la rue Saint-Joseph. Voilà. Et puis Michel reviendra à la fin sur les suites du projet. Michel. Peut-être juste pour présenter un peu la composition de l'équipe, c'était une action concertée financée par le FQRSC et il fallait faire ça en 2 ans. Donc on a réuni les gens, beaucoup de personnes avec des expertises complémentaires pour arriver à cerner ce que le FQRSC nous a demandé de faire, c'est-à-dire d'essayer de saisir les enjeux entourant le partage d'espace public entre les personnes itinérantes et les autres acteurs sociaux pour Montréal et Québec. Donc, c'est une perspective comparative. Mais aussi, en ayant en toile de fond aussi ce que faisaient les autres provinces à ce sujet-là. Donc, c'est aussi sur la gestion de ce partage-là. Ce n'est pas uniquement le partage, mais aussi comment les gens agissaient là-dessus. Donc, ça faisait beaucoup de choses en même temps. Ce qui fait que, vous voyez, bon, ça, c'est les noms des gens. Bon, Céline Bello, elle, vous la connaissez peut-être, elle a travaillé beaucoup sur la judiciarisation de l'itinérance pour Montréal et Québec. Richard Morin, lui, a travaillé aussi beaucoup sur la question des contextes de revitalisation et de ses impacts sociaux. Les partenaires, il y a René Charret du C3S Jeanne-Mance, Frédéric du réseau d'aide aux personnes itinérantes de Québec et l'équivalent à Montréal du RAIC, c'est le RAPSIM. Donc, c'est aussi des partenaires communautaires qui étaient avec nous pour saisir vraiment qu'est-ce qui se jouait dans l'espace public par rapport à la cohabitation avec les autres acteurs. On a eu beaucoup d'adjoints à la recherche, dont 2 doctorants, puis 3 personnes à la maîtrise. Peut-être pour situer de façon générale ce type de thème-là, c'est la question du partage d'espace public. Dans la littérature, ça existe depuis les années 90, ce genre de problème-là qui est discuté beaucoup par les chercheurs. Et ça s'inscrit dans, on pourrait dire, l'émergence de conflits d'appropriation dans l'espace public dans les années 90 et qui sont associés au contexte de mondialisation des marchés comme tel à travers la compétitivité entre les grandes villes. Parce que une des stratégies trouvées par finalement les promoteurs, les investisseurs, c'est de dire les investisseurs sont intéressés à faire des affaires dans des milieux qui sont conviviaux, sécuritaires et où il y a des infrastructures technologiques importantes, où finalement il y a des facilités pour faire de l'argent. Et les stratégies qui sont assez communes dans toutes les grandes villes, en fait, ça se trouve avec ceux qui jouent ce jeu-là, ce sont les grandes villes qui veulent être dans le palmarès, on pourrait dire des villes-mondes, ce qu'on appelle les villes-mondes, c'est-à-dire les villes qui sont les plus importantes et attractives pour les investisseurs comme tels.
de n'importe quel type d'investissement. Donc, ça joue un rôle aussi dans le développement, dans le fond, de la province de Québec et du Canada, d'une certaine manière. Les villes, c'est comme un peu une sorte de levier stratégique pour faire relancer l'économie comme telle. Et une des stratégies utilisées, c'est effectivement de revitaliser les espaces centraux. Donc, où jouent un rôle important les espaces publics. Parce que les espaces publics, c'est pas n'importe quel espace, ce sont des espaces communs qui peuvent devenir à ce moment-là une vitrine, on dirait, économique ou commerciale, en termes de marketing, pour faire comprendre quel type d'affectation identitaire on veut faire jouer pour tel lieu, tel quartier, de façon à produire une image de la ville qui soit attractive, qui attire des investisseurs. D'où, pour Montréal, c'est le quartier des spectacles, hein, avant, ça a été le quartier culturel, avant, il y avait le Faubourg Saint-Laurent. Bref, il y a une recherche qui s'est faite de produits à mettre en marché pour, justement, faire en sorte de correspondre à ces valeurs-là, de convivialité, de sécurité, et puis là, c'est de voir pour chacune des villes, est-ce qu'il y a un segment de marché qui est plus spécialisé que d'autres pour être en compétition avec les autres villes. Et dans le cas de Montréal, c'est les aspects du divertissement, de la culture, des festivals, bref, c'est ça, du divertissement comme tel. Et pourquoi? Parce que c'est, à Montréal, entre autres, c'est l'endroit où on peut faire des festivals de masse, sans qu'il y ait d'incidents au niveau de la criminalité. Donc, ça attire énormément de personnes pour cette raison-là. Même chose pour Saint-Roch aussi, c'est de la revitalisation. Bon, Éric va en parler plus tantôt, mais c'est aussi la revitalisation pour le quartier de façon à attirer des investissements pour Québec et sa région, d'une certaine manière. Ça joue un rôle de moteur. C'est un peu ça. C'est la même chose pour les autres villes, hein, que ce soit Genève, Paris, n'importe lesquelles, même dans le monde. C'est pas juste dans les pays du Nord comme tel. C'est un peu les mêmes stratégies. Et ça crée, vous comprendrez, nécessairement on pourrait dire une amplification de la différence que représentent les personnes marginalisées, dont les itinérants, les prostituées, les jeunes de la rue, les toxicomanes. D'où l'idée que nous, on a dit, ben là, finalement, ça en vient une problématique où ce sont des personnes en situation de marginalité qui sont affectées par ça. Parce que là, la représentation qu'on a de leur présence change tout d'un coup de registre, où là, on dit, oups, là, ils rentrent vraiment en collision sur le plan symbolique avec tous les efforts de prospérité, de divertissement, d'amusement, de convivialité, de sécurité qu'on essaie d'investir dans les lieux centraux de ces villes-là. Donc, nécessairement, les personnes marginalisées représentent des images souvent de déchéance sociale, d'exclusion, de pauvreté extrême, de décadence urbaine, bref, des images qu'on ne veut pas voir. Parce que là, justement, on est en train justement de revitaliser tout ça. Donc, ça crée vraiment un choc symbolique en termes d'imaginaire au niveau des villes comme ça. C'est pour ça que ce n'est que depuis les années 90 que tout d'un coup, on entend plus parler de ces difficultés-là. Parce qu'avant, ce n'était pas du tout les mêmes enjeux, à cause de ce que je viens de vous raconter. Et c'est aussi l'occasion, ce projet-là s'inscrit aussi dans la volonté de nourrir la politique sur l'itinérance, qui est en train de s'écrire actuellement, qui va en principe sortir peut-être en décembre ou en janvier, de la part du Québec. Et donc, c'est essayer de voir un peu est-ce qu'on peut influencer la politique là-dessus. On a fait ce qu'on pouvait, le projet est terminé, on l'attend. Donc, voilà, du site. Les questions de recherche, vous les avez ici. Quels sont les enjeux reliés au partage d'espace public avec les personnes en situation de marginalité à Montréal et à Québec? Quelles sont les représentations touchant les pratiques associées au partage d'espace public? Ces représentations-là ont-elles connu une évolution dans le temps? Aussi, on a fait une analyse aussi des représentations médiatiques qui, sur 20 ans, à peu près dans les journaux francophones, pour Montréal et Québec, on a pu voir s'il y avait eu un changement. Et quelles sont les mesures mises en place favorisant le partage d'espace public entre tous les acteurs, y compris les personnes marginalisées? Est-ce qu'elles faisaient face à ça, à ces pressions-là, que tout d'un coup, elles étaient moins bienvenues dans l'espace public, contrairement à il y a une vingtaine d'années? Voilà. L'objectif de la recherche, c'est d'essayer de tirer des enseignements pour un meilleur partage d'espace public, de produire un cadre d'analyse des enjeux du partage d'espace public en présence de ces personnes-là et de nourrir un débat public auprès des acteurs de Montréal et de Québec. On va expliquer tantôt un peu l'esprit dans lequel on a fait cette recherche-là, à travers, entre autres, la grille d'analyse qu'on a travaillée. On s'est dit, le partage, la présence des personnes marginalisées dans l'espace public
n'est pas perçue de la même manière selon les groupes d'acteurs, y compris même par les personnes elles-mêmes, là. Comment on voit, est-ce que ce sont des problèmes, quels sont les problèmes, pourquoi ils sont là aussi. On ne s'explique pas la même chose selon tel acteur ou tel autre, en termes d'intérêt aussi. Et on s'est dit que c'est les façons d'agir aussi, façons d'intervenir là-dessus. C'est pas du tout partagé, donc il y a des différences là-dessus selon les acteurs. Ce qui fait qu'on s'est dit, on n'ira pas, nous, comme équipe de recherche, imposer notre propre norme du vivre ensemble avec les personnes en situation de marginalité dans l'espace public, puis voir les problèmes de telle manière plutôt que telle autre, etc. Bon, c'est sûr qu'on a analysé ça aussi à notre manière, mais c'est important de dire qu'on a essayé de développer une grille d'analyse pour s'en distancier le plus possible, de façon à essayer de saisir de façon théorique la normativité ou les registres normatifs qui circulaient parmi les acteurs les plus impliqués dans cette situation-là. Donc, les repères cognitifs, les façons de comprendre la situation, la place des sans-abri dans l'espace public, les repères éthiques, les façons de juger, la valeur accordée, les idéaux aussi véhiculés par les uns et les autres par rapport à ce qu'il faudrait faire ou ce qu'il ne faut pas faire, etc. Les repères politiques, on les a réduits, on a fait vraiment une réduction quand on a dit repères politiques, au niveau des actions entreprises, des pratiques concrètes réalisées. Parce que vous savez, entre ce qu'on veut faire, ce qu'on comprend de ce qui se passe et ce qu'on fait, bien, il y a des écarts parfois dans les manières de dire les choses. Donc, on a voulu confronter le discours aux pratiques aussi de tous ces acteurs-là. On a voulu essayer de comprendre, on va dire, la normativité des acteurs à travers leur façon de comprendre, de juger et d'agir sur 3 dimensions. La gestion des lieux, des comportements et des rapports entre les acteurs. Tout ça pour essayer de faire une sorte de portrait, de cartographie, on pourrait dire, des acteurs sur, justement, leur façon de comprendre le partage d'espace public et d'agir par rapport à ça. On a 3 démarches de recherche. C'est pour ça que l'équipe de recherche s'est divisée en 3 sous-équipes, okay, où on a une première équipe qui fait 2 enquêtes qualitatives à Montréal et à Québec, où à Montréal, il y avait 42 répondants, et à Québec, il y en avait 33. Qui représentaient à la fois les commerçants, les résidents, les personnes marginalisées, les intervenants sociaux, les gens de la ville, de la municipalité, Québec ou Montréal, y compris les policiers là-dedans. Il y avait qui d'autre? Les commerçants. Okay? Donc, il y avait 5 groupes d'acteurs. Même chose pour les 2 villes. Et les personnes marginalisées, il y en avait aussi une dizaine dans chacun des échantillons. Et on a fait des entrevues dans 2 quartiers en revitalisation, là où les choses se passent en termes de conflits, en termes de difficultés, de problèmes. Là, il y a des interactions encore, parce que les choses bougent. Hein. La revitalisation se fait depuis quelques années. Il y a des quartiers où ça se passait, en termes d'interaction, là, ça ne se passe plus. C'est déjà occupé par d'autres mondes. Et là, maintenant, ça se déplace tranquillement. C'est déjà qu'il fallait être aussi à l'affût de ça. La deuxième démarche, c'est l'analyse des politiques urbaines dans la gestion des espaces publics. Là, c'est en fonction de documents publics des municipalités. Ça pouvait être aussi du Québec, mais c'était surtout les institutions municipales comme telles. On a analysé 71 documents pour les 6 villes, ici Montréal, Québec, Ottawa, Toronto, Calgary, Vancouver, pour essayer de voir qu'est-ce qui se disait sur le partage d'espace public auprès des personnes itinérantes en termes de d'énoncés de politique ou de documents de consultation ou quoi que ce soit, et pour essayer de voir un peu qu'est-ce qui ressortait davantage en termes de, justement, de repères cognitifs, idéologiques et aussi politiques. Qu'est-ce qui se faisait, pas seulement qu'est-ce qui se disait, mais qu'est-ce qui se faisait. On a analysé les discours médiatiques pour Montréal et Québec, donc de 1993 à 2012, touchant l'itinérance. Et là, on a identifié ici davantage la dimension biologique ou éthique, si vous voulez, plus que théorique, parce que dans les articles, c'est surtout des événements. Des événements, des gens jugent les uns les autres ce qui s'est passé, et c'est ça qu'on a plutôt exemplifié à travers cette analyse-là. Donc, on a pu voir effectivement quelles étaient les représentations qui circulaient. Fait qu'on a cristallisé ça autour de 3 grands imaginaires. Qui sont nourris qui nourrissent en fait des représentations plus spécifiques comme telles. C'est l'imaginaire éco-sanitaire, démocratique et salutaire. Donc, pour voir un peu dans les journaux, on essaie de se donner le défi. Tous les articles qu'on a trouvés, est-ce qu'ils rentrent dans l'un ou l'autre? Okay? Puis effectivement, ça rentre bien, puis on a des extraits là, à l'appui de ça. Donc voilà, je passe vite parce qu'effectivement, on veut plus parler des enjeux. Là, en termes de premiers résultats, c'est un aperçu
de ce que sont ces imaginaires-là, parce qu'on va y revenir à la fin, on va comme boucler un peu avec ça, parce que les imaginaires sont un peu on pourrait dire, des représentations guides, hein, de la compréhension et du jugement. C'est comme si dans notre répertoire culturel, on dispose de ces trois grandes explications du monde, si vous voulez, qui aident les gens à guider leur compréhension et à juger de ce qui se passe et éventuellement à orienter leur pratique. Donc, l'imaginaire éco-sanitaire. Vous avez les représentations qui sont comme on pourrait dire, en contradiction, en polarité. C'est sécurité et insécurité, nécessairement. Ce qui est recherché, c'est la sécurité, et l'insécurité, c'est ce dont on a peur, ou ce dont on se plaint, etc. Même chose pour civilité, incivilité, propreté, saleté, cultivé, sauvage. Le terme éco-sanitaire, hein, c'est l'écologie, c'est-à-dire l'environnement, santé. C'est ça, c'est le sanitaire. Hein. Donc, l'idée, c'est qu'il y a comme une sorte d'analogie, un glissement métaphorique qu'on fait dans les journaux, et aussi dans certains documents publics et dans nos entrevues qu'on a vues, où il y a un certain nombre de personnes qui vont envisager la présence des personnes marginalisées, un peu comme en voyant l'espace public et la ville comme un milieu naturel, un environnement naturel. Okay? Vous savez, l'écologie et les approches écosystémiques aussi sont très à la mode, ça circule beaucoup en santé publique et tout ça, ça prend beaucoup de place. Et c'est comme si ça traversait effectivement le discours dit ordinaire. Et les gens, finalement, finissent par voir la présence de ces personnes-là en faisant des analogies quasiment comme si c'était des espèces nuisibles ou des polluants dangereux. Okay? Et là, je m'explique. C'est-à-dire, ça peut être comme, si on prend la métaphore de la végétale, c'est comme si c'était des plantes pionnières, hein, des plantes de la mauvaise herbe, qui vient tout d'un coup étouffer l'herbe saine ou la culture saine, on pourrait dire, qu'on veut voir se développer au centre-ville. Et là, s'il y en a trop, bien, il faut faire un équilibre. Ça défait un équilibre. Hein? On appelle ça l'homéostasie, un phénomène d'entropie en écosystème. Bon. Et puis là, l'idée, c'est d'essayer comment je pourrais dire ça, de trier parmi ces gens-là, qui en est le moins possible, mais même encore là, on ne peut pas tout enlever, donc il faut effectivement équilibrer les choses. Donc, il y a comme cette idée-là. L'autre, c'est l'idée de polluant, c'est plus la question de la saleté, l'insalubrité. Ça, il y a aussi beaucoup de représentations qui se font quand on parle de la présence des sans-abri dans l'espace public. C'est comme ça qu'on présente les choses. Donc, on est comme dans un glissement, on n'est pas dans une problématique sociale, politique, des conditions de vie de ces personnes-là. Non, on est plutôt dans tout d'un coup, ça devient un environnement dans lequel ces gens-là deviennent des nuisances environnementales, hein, grosso modo. Et là, je donne deux exemples, OK? Ça vaut la peine parce que ça donne du contenu à tout ça. En 1994, dans Le Devoir, j'en donne pour Québec, sur la place Diouville, j'ai fait un extrait sur la saleté-propreté. OK? Ça, c'est le troisième. Leur apparence, notamment celle des punks, entacherait l'image de marque de la capitale. Elle nuirait ainsi au commerce et au tourisme dans le secteur. Il faut dire qu'ils ont une allure bigarrée et rébarbative, concède l'officier Jean-François Roy de la police de Québec. Ils s'attroupent comme des goélands, poursuit-il. Bon. L'autre, en 2000, le journal Voir, là c'est pour Montréal. À Montréal aussi, ils ont déjà sorti l'artillerie lourde comme Toronto s'apprête à le faire. À grands frais en plus, avec l'espoir d'éradiquer la vermine, pour constater 1 an plus tard que la bestiole était toujours là, avec des compères toujours plus nombreux. À New York, la ville avait embauché des centaines de nouveaux policiers pour son escouade anti-tout ce qui traîne dans la rue. Vous allez me dire, c'est des métaphores, mettons, qui sont banales, qui sont pas... Mais en même temps, on en voit beaucoup, OK? On en voit autant en termes de récurrence des énoncés, que des extraits pour l'imaginaire démocratique. C'est compréhensible, parce que un vient un peu... confronter l'autre, hein? Vous voyez, bon, c'est un peu en conflit. Bon, l'imaginaire démocratique, effectivement, c'est égalité, inégalité, autonomie, aliénation, inclusion, exclusion. Et là, c'est effectivement, c'est l'interprétation de l'occupation de l'espace public en termes de justice ou d'injustice sociale. La défense des droits face à la judiciarisation ou aux autres pratiques de discrimination. Bon, je donne un exemple ici par Le Soleil, en 2006. Criminaliser les squeegees risquerait d'aggraver l'exclusion des jeunes qui ne ressemblent pas au modèle de chic bon genre auquel nous sommes davantage habitués. Ce n'est certainement pas l'objectif visé. La mairesse André Boucher a montré cette semaine beaucoup de sensibilité et de générosité devant la réalité des jeunes de la rue. Ils ont du potentiel et ont besoin d'avoir une place, a-t-elle noté avec sagesse. Bon, c'est pas du tout le même discours que tantôt.
salutaire, c'est sauvetage, indigence, responsabilisation, déresponsabilisation. Ici, c'est qu'on voit les personnes marginalisées comme vivant de la rue, mais ce phénomène-là comme étant négatif en soi. C'est que négatif. Et en fait, on va, par l'idée de sauver ces personnes-là ou de les responsabiliser, on va effectivement justifier un discours pragmatique de sortie de la rue. Il faut les rescaper, il faut les sortir, ou bien il faut les responsabiliser pour qu'ils s'en sortent. Et là, c'est tous les discours autour de la réinsertion par le travail, le logement, ou le traitement en termes de santé mentale comme tel. Bon, un extrait ici, en 1995, par Le Soleil. Et oui, la situation nous inquiète grandement du fait que plus les jeunes délinquants sortent de notre champ d'action, moins nous avons de chances de les aider. Plus encore, les premiers à lever le camp dans pareilles circonstances sont toujours les cas les plus amochés, donc ceux qui ont plus besoin de secours et ceux qui risquent le plus de poser des gestes dramatiques. Bon, là, c'est dans la question du sauvetage, du secourir, essayer de les atteindre le plus possible pour les secourir. Bon, vous voyez bien que ces trois imaginaires-là entrent en concurrence. Disons que c'est surtout les deux premiers qui sont les plus dominants dans la presse, mais c'est aussi ce qu'on a entendu dans nos entrevues. Ça corrobore un peu ce qu'on a vu. Donc, j'arrêterai là. Peut-être c'est passer aux enjeux. C'est un premier volet de ce que Michel vient de vous parler. C'est un premier volet, c'est l'analyse des médias, des articles de journaux, essentiellement. Je vais vous emmener dans le deuxième volet, c'est dans les deux enquêtes qualitatives qu'on a faites sur nos deux sites, à Montréal, dans le autour du quartier des spectacles, à Québec, autour de la rue Saint-Joseph, dans le quartier Saint-Roch. Je vais vous donner des données ici, des éléments qui touchent un ensemble d'enjeux, qui touchent uniquement Québec, ici, et la revitalisation du quartier Saint-Roch. Je vais vous amener ça d'une certaine façon en termes d'enjeux. Les enjeux, on les a construits, vous allez voir, en recueillant les visions de 5 groupes d'acteurs. Michel vous en a dit un mot tantôt. On a interrogé des personnes dites marginalisées. Tout en passant, elles ne se voient pas toujours comme étant des personnes marginalisées. C'était assez amusant parce qu'ils nous en parlaient toujours à la troisième personne. Les personnes marginalisées font ceci, quand on les interrogeait elles-mêmes. Des résidents des quartiers, des fonctionnaires municipaux, incluant des policiers, et des travailleurs communautaires dans les groupes communautaires qui interviennent auprès des personnes marginalisées dans le quartier, et des commerçants implantés dans le quartier, principalement sur la rue Saint-Joseph. Et on les interrogeait, ces personnes-là, rapidement, autour de 5 grandes questions. On leur demandait pourquoi il y a les raisons, selon eux, de la présence, ou de la forte présence de personnes marginalisées dans le quartier, et qu'est-ce qui les amenait dans le quartier. Ensuite, les effets de la revitalisation en cours, dans le quartier Saint-Roch, dans ce cas-ci, sur le partage des espaces publics entre les personnes marginalisées et les autres. Les problèmes associés à cette cohabitation-là, si problème il y a. Les moyens et stratégies mises en œuvre pour améliorer le partage, que ce soit les leurs, ou que ce soit celles des autres. Et les difficultés réussies qu'ils rencontraient dans ce partage, ou ces stratégies et moyens mis en œuvre pour assurer ce partage d'espace public. Donc, on les interrogeait là-dessus. Et ça nous a permis de dégager un ensemble d'enjeux. C'est quoi un enjeu? Vous allez le voir, c'est une tension entre deux visions. Ça prolonge beaucoup l'analyse que Michel vient de faire. C'est deux façons de voir et de résoudre des problèmes. Okay? Alors, on a identifié un certain nombre d'enjeux. Je vais vous en donner, moi, un petit échantillon. C'est de 5 enjeux qui se sont soulevés à Québec, mais il y en avait plus que ça. Il y en avait une dizaine qu'on a identifié à Québec. Mais je n'ai pas le temps, ce midi, de faire le tour de ça. Vous allez voir la tension entre deux visions, deux façons de réagir à une situation, et deux types de solutions. Ça peut être entre deux groupes différents. Des fois, c'est entre les intervenants communautaires et versus, par exemple, les commerçants, qui peuvent avoir deux visions qui s'opposent sur un enjeu. Et des fois, c'est à l'intérieur d'un même groupe. Chez les résidents, par exemple, tout le monde n'a pas la même vision des personnes itinérantes puis de leur présence dans le quartier. Certains, ça les insécurise, alors que d'autres, absolument pas. Okay? Puis des fois, c'est une même personne. Un exemple de ça, c'est chez les policiers eux-mêmes, qui sont des fois, au niveau de leur responsabilité comme policiers, ils sont en tension entre deux missions. D'une part, d'assurer la loi, donc une mission de répression, et d'autre part, une mission aussi de protection et d'aider les gens en difficulté. Donc, des fois, la tension entre deux visions ou entre deux façons d'être est chez la même personne, des fois, à l'intérieur du même groupe, et même chez le même individu qui vit une tension entre deux visions des choses. Et puis deux façons de réagir et de se comporter. Donc, on va aller voir, tous les enjeux, c'est des visions en concurrence. La façon de comprendre, je reviens sur ce que Michel a dit tantôt, comprendre, juger, puis agir face aux problèmes de partage d'espace public.
et des enjeux qui obligent évidemment à se positionner, à discuter, des visions qui reposent sur des intérêts différents et qui conduisent à des solutions divergentes. Okay? Pour être plus concret, on va commencer. Je vais vous amener dans le quartier Saint-Roch. Quartier Saint-Roch, comme vous savez, c'est l'ancien centre-ville de Québec, l'ancien centre-ville, l'ancien centre économique, et c'était aussi l'ancien centre longtemps, le haut lieu des loisirs, puis des sorties à Québec pendant longtemps. Un quartier qui a connu un fort déclin dans les années 60, avec le développement des banlieues, et dans les années 60-70, qui s'est considérablement appauvri. Okay? Et qui est devenu un quartier où a eu tendance à se concentrer beaucoup les personnes les plus pauvres de la ville, les personnes les plus marginalisées de la ville. Okay? Et qui, à partir des années 90, a commencé à être l'objet d'une revitalisation. Ça a d'abord été la construction, l'aménagement du parc Saint-Roch, que vous connaissez, sur le bord, au coin de la Couronne puis de Charest, si on veut. L'arrivée après ça, des différentes composantes de l'Université du Québec qui se sont construites là. On a rénové des bâtiments autour. L'Université Laval s'est installée là à ce moment-là. Ça s'est accéléré dans les années 2000, cette revitalisation-là, toujours pour les motivations dont Michel vous a parlé tout à l'heure, d'en refaire un centre-ville attractif. Québec est une ville touristique, c'est très important, mais aussi on a commencé à vouloir y introduire de nouvelles industries qui se sont installées sur, comme Ubisoft par exemple, qui s'est installé sur Charest. On a voulu en faire un centre attractif pour ces industries-là, si on veut. La revitalisation s'est accélérée, comme je le disais à l'instant, dans les années 2000, quand on a démantelé le Mail Saint-Roch. Pour ceux qui s'en souviennent, la rue Saint-Joseph, je vais vous parler beaucoup, était recouverte à la manière un peu pour en faire un genre de centre d'achat, si on veut. Mais c'était devenu un lieu où, en fait, où se regroupaient beaucoup de personnes marginalisées et itinérantes, d'ailleurs. Et où il y avait aussi, d'ailleurs, une certaine criminalité, de la prostitution. Alors, on a démantelé le toit pour refaire de la rue Saint-Joseph une rue ordinaire, une rue commerciale. De nouveaux magasins sont venus s'y installer pour attirer une clientèle, ou destiner à une clientèle beaucoup plus fortunée. Effectivement, au départ, on voulait d'ailleurs ce qu'on appelait des commerces de destination, aller chercher des gens en dehors du quartier qui viennent magasiner le quartier, non pas des commerces de proximité pour les gens du quartier. Ce qui fait que toute la partie revitalisée de la rue Saint-Joseph, et encore maintenant, ce sont davantage des commerces de destination, soit destinés soit des gens à l'extérieur du quartier ou des gens qui viennent travailler dans le quartier, qui magasinent sur l'heure du midi avant de quitter. Donc, il y a toute cette revitalisation. Je passe rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ce midi, mais il y a tout un effort de revitalisation depuis 25 ans dans le quartier, qui fait que le quartier, pour ceux qui le connaissaient il y a 20 ans, a complètement changé. On ne le reconnaît plus. C'est complètement différent. La rue Saint-Joseph est transformée entièrement. Et ça n'a pas été sans créer des tensions entre les nouveaux arrivants, qui sont résidents ou commerçants, et ceux qui étaient déjà là, les personnes marginalisées, et qui sont encore là, très présentes dans le quartier. Et là, ça soulevait une série d'enjeux. J'y vais rapidement, parce qu'il y a toute l'histoire, il y a bien des choses à dire sur le quartier. Un premier enjeu qui est sorti quand on interviewait nos gens, c'est la présence des personnes marginalisées dans le quartier. Quand on demandait aux gens pourquoi ils sont dans le quartier, on se retrouvait avec deux visions très différentes qui conduisaient aussi à des réactions à leur présence très différentes. Entre autres, on mettait beaucoup en rapport le fait que il y avait une forte concentration de personnes marginalisées, c'est parce qu'il y avait une forte concentration de groupes communautaires destinés à ces personnes-là dans le quartier, et c'est ça qui les attirait. Effectivement, on trouve dans le quartier beaucoup de ressources pour les personnes des personnes itinérantes, pour les personnes qui ont des problèmes de toxicomanie, pour les personnes vivant de prostitution, etc. Il y en a un très, très grand nombre, ou à pauvreté, il y a des subpopulaires autour de la rue Saint-Joseph particulièrement. Et là aussi, on a une première tension où on avait une vision portée entre autres beaucoup par les commerçants et les nouveaux résidents qui disaient ici sont attirés, c'est par la présence des groupes communautaires, c'est ça qui les attire là, ils en sont dépendants de ces services-là, ils viennent pour ces services-là dont ils profitent, essentiellement. Et quand on interrogeait les personnes marginalisées elles-mêmes, on s'apercevait qu'elles venaient dans le quartier, oui, pour la soupe populaire, oui, pour manger, oui, pour rencontrer des intervenants, mais beaucoup plus que pour ces raisons-là. Il y avait bien d'autres raisons. La situation géographique. Quand on est pauvre ou marginalisé, on n'a pas une voiture.
on circule à pied. Bien souvent, on ne circule même pas en autobus, on n'a même pas le moyen. Donc, on est au centre-ville où tout peut se faire à pied. Il y a raison. On est là pour d'autres services, comme par exemple la bibliothèque, qui est la bibliothèque générale qui est dans le quartier. C'est un lieu où on a accès à Internet, on a accès à des revues, on a accès à des journaux gratuitement, dans un lieu confortable et chaud l'hiver. Un fort attachement au quartier. Il y a beaucoup de personnes marginalisées qui sont là et qui y résident depuis 15-20 ans. Il y en a qui sont nés là aussi dans le quartier. Donc, ils ont un attachement au quartier. C'est leur quartier, tout simplement. Ils ne sont pas juste là parce qu'il y a des ressources communautaires. C'est leur quartier. Et un fort lieu de sociabilité parce qu'ils rencontrent des gens. C'est là qu'ils se trouvent des gens qui vivent des situations semblables aux autres. C'est là qu'ils se trouvent les amitiés qu'ils ont développées au cours des années. Okay. Et là aussi, qui facilite aussi la débrouille. Les gens avec qui ils ont des contacts face quand ils rencontrent différents types de difficultés dans le courant de l'année. Vous voyez? On avait deux visions juste sur la raison de la présence des personnes marginalisées dans le quartier. On avait deux visions très différentes. Et ce qui est intéressant ici, vous voyez, ça donne des réponses différentes. Les gens pour qui les personnes marginalisées sont dans le quartier uniquement à cause de la présence des ressources communautaires nous disaient, bien, si on veut qu'il y en ait moins, qu'ils soient moins concentrés dans un quartier, puis donc fassent moins fuir notre clientèle, bien, on devrait répartir les groupes communautaires dans les autres quartiers, envoyer des groupes communautaires dans les autres quartiers de la ville. Comme ça, ils vont être déconcentrés des personnes marginalisées. Mais évidemment, c'est comme solution, c'est faire fi du problème qui ne sont pas dans le quartier juste pour les groupes communautaires. Voyez. Ce qu'on va faire, ça risque de donner, c'est les faire marcher davantage dans une journée. Mais ils vont avoir. Puis de toute façon, les groupes communautaires aussi sont beaucoup aussi complémentaires. Vous voyez? Mais vous avez un premier enjeu face à une première solution qui était avancée, déconcentrer les groupes communautaires pour déconcentrer les personnes marginalisées. Vous voyez? Vous voyez, vous avez ici un premier type d'enjeu, une première vision avec une première solution qui vient, qui est liée à ça. Okay. Un deuxième enjeu, je m'excuse si je parle vite, je vais rapidement, mais je vais vous donner un aperçu de la fin. C'est la mixité. La mixité, tout le monde est pour la mixité. Quand vous interrogez les 33 personnes qui ont interrogé à Québec, la même chose à Montréal, tout le monde est pour la mixité, c'est-à-dire la présence de gens au mode de vie, aux allures diversifiées dans un centre-ville. On va dire d'ailleurs un centre-ville, c'est normal, il y a toutes sortes de monde, il y a toutes sortes de populations. C'est la définition même d'un centre-ville. Alors tout le monde est pour la mixité. Sauf que quand on creuse un petit peu, il y a des visions très différentes de la mixité. Et ça se traduit entre autres sur l'animation des espaces publics. Par exemple, les types d'animation qu'on fait, culturelles justement, qu'on peut faire sur le parvis en face de l'église Saint-Roch, dans le quartier, par exemple, ou dans le parc, les jardins Saint-Roch, ou sur Charest, ou en dessous des bretelles d'autoroute, vous savez, quand il y a le Cirque du Soleil installé. Vous avez deux visions. Vous avez une vision de type d'activité qui vise à attirer des gens de l'extérieur. L'exemple, effectivement, du Cirque du Soleil en dessous des bretelles d'autoroute, de certains types de festivals, de festivals de la magie qui est sur le parvis de l'église Saint-Roch, par exemple. Donc, ici, la mixité, c'est faire venir du monde de l'extérieur dans le quartier. Et vous avez une autre vision de la mixité, dans l'usage, à travers l'usage des espaces publics, c'est donner de la place, donner des éléments pour les gens qui sont là. Les résidents du quartier, puis les personnes itinérantes et marginalisées qui sont un fort contingent des résidents du quartier aussi. Comme par exemple, il y avait un des groupes communautaires avait organisé il y a quelques années un tournoi de hockey bottine sur le parvis de l'église où les équipes étaient composées d'une part d'usagers des services communautaires, d'autre part de travailleurs dans les différentes entreprises et commerces du coin, qui facilitaient une rencontre entre les nouveaux arrivants du quartier et ceux qui étaient déjà, pour apprendre à se connaître, s'apprivoiser, et arrêter de faire tomber la méfiance mutuelle. Voyez? Là, ça ne fait pas venir des gens de l'extérieur. La mixité, c'est au contraire, on apprend aux gens à cohabiter ensemble. Voyez? Vous avez deux visions, à travers ces deux usages-là de la mixité, vous avez deux visions de la mixité complètement différentes. Et la solution, la première solution, faire venir du monde de l'extérieur, c'est au fond invisibiliser les personnes marginalisées en les noyant dans une diversité beaucoup plus grande de personnes. Alors que la deuxième, c'est assurer leur place. Donc, malgré l'arrivée de nouveaux arrivants, ils sont encore présents, ils ont encore leur place dans le quartier.
Et vous avez deux visions de la visibilité qui se traduit en actions très différentes dans les formes d'animation des espaces publics. Alors, il s'agit-il des invisibiliser en faisant venir plus de monde de l'extérieur, ou au contraire leur donner une visibilité par l'animation des espaces publics. Vous voyez, vous avez ici un autre enjeu autour de la mixité. Un troisième enjeu, c'est toute la place des interventions policières. Une solution ou une aggravation des problèmes du partage d'espace public. Il y a effectivement énormément d'un patrouillage policier très important dans le quartier, qui est demandé entre autres par des résidents, mais surtout par les commerçants. Okay? Face à des problèmes qui sont vus comme étant, d'une part, il y a des questions d'attroupement devant sur le parvis de l'église, par exemple, ou devant les entrées des groupes communautaires. Il y a des problèmes, des fois, de trafic de drogue qui se fait sur la rue Saint-Joseph, mais c'est surtout, évidemment, sur les petites rues parallèles, des fois sur le parvis. La sollicitation pour la prostitution et tout ça, okay? Qui, évidemment, est très... des bagarres. Des fois, les bagarres, évidemment, sont liées beaucoup au trafic de stupéfiants, beaucoup, ainsi que l'intimidation aussi, qui est exercée à l'endroit des personnes qui n'ont pas payé ce qu'ils devaient payer. Bon, et il y a différents phénomènes comme ça qui sont extrêmement dérangeants, particulièrement pour les commerçants qui ont toujours peur que ça fasse fuir leur clientèle et qui demandent une intervention policière. Afin de sécuriser les endroits, qu'il n'y ait plus de prostitution, au moins plus de trafic de drogue, puis moins d'attroupement devant les espaces. Donc, l'intervention policière ici vise à sécuriser l'espace, puis ce qui est effectivement très insécurisant pour les commerçants, mais aussi pour un certain nombre de résidents. Beaucoup de gens qui vont traverser en tout cas pas le soir, et même évitent le jour, traverser le parvis devant l'église Saint-Roch. À tort ou à raison, hein? Parce qu'on peut juger que c'est absolument pas insécurisant. Moi, j'ai passé des heures et des jours là, je n'ai jamais rien vu, mais bon, peu importe, mais l'insécurité, ça ne repose pas nécessairement sur quelque chose d'objectif. Le problème, c'est que ces interventions policières-là donnent lieu à une judiciarisation des comportements marchandisés. Donc, on fait aussi, on donne beaucoup, évidemment, de contraventions. Contraventions, par exemple, pour le mot... Incivilité. Oui, pour incivilité, des fois, par exemple, les gens qui dorment quand on dort sur un banc, par exemple, tu sais, ça vient de sécurité. Pour, voyons, pas errance, mais... vagabondage, par exemple. Et une façon aussi qui est faite aussi pour que les... Flanage, voilà, merci. Pour flanage, aussi une façon, par exemple, de pousser les gens hors du quartier, parce qu'il y a aussi des stratégies policières pour éloigner les gens du quartier, entre autres les prostituées pour qu'elles cessent de faire de la sollicitation dans le quartier. Par exemple, c'est des interdictions de quadrilatères. Sur un certain passé de maison, elles sont interdites là, elles n'ont pas le droit d'être là, même si elles habitent là d'ailleurs. Des fois, c'est ça que ça pose, ils ont une interdiction de quadrilatère qui comprend leur résidence en plus, mais elles ne peuvent pas circuler là. Okay? On le fait, ils utilisent ça aussi pour les trafiquants de stupéfiants aussi, des interdictions de quadrilatère aussi. Il y a des mesures, effectivement, il y a une mesure qui n'est pas officielle, mais qui existe, c'est la déportation. Les policiers prennent la personne, ils l'amènent jusqu'à, je ne sais pas, à l'île d'Orléans, par exemple, ils la déposent là. Comme les écureuils. Elle doit revenir par elle-même. C'est des choses qui existent. C'est de sortir les gens du quartier. Et puis, oui, ça existe. À Montréal aussi, ils font ça. Oui, on appelle ça de la déportation. Évidemment, officiellement, ça n'existe pas, évidemment, mais ça se fait. Il y a évidemment des amendes aussi pour des comportements, des délits mineurs. Par exemple, pas traverser la rue au coin de la rue, là où est-ce qu'il y a des marques sur la chaussée, ce que tout le monde, personne ne fait ça, mais certaines personnes qui ont été identifiées, eux autres reçoivent des tickets pour ça. Donc, alors, la sécurité d'un groupe, les commerçants, les nouveaux résidents, crée de l'insécurité dans un autre groupe, évidemment, chez les personnes marginalisées. Toujours peur d'intimidation, de recevoir des tickets, etc., dans des interdictions de quadrilatères, d'expulsion. Okay. Donc, ça crée beaucoup d'insécurité chez les personnes marginalisées.
Et ça se traduit aussi, c'est sur un autre plan, je vous en ai dit un mot tantôt, aussi sur le double rôle de la police. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la police? Est-ce qu'on attend au niveau justement de cette sécurité-là, de l'intervention policière et le partage de l'espace public, une intervention de protection des gens qui sont mal pris dans la vie, parce que c'est les gens qui ont des comportements délinquants là-dedans, c'est aussi en même temps des gens qui ont des problèmes et qui ont besoin aussi, qui vivent aussi dans une grande insécurité et qui ont besoin aussi de protection par ailleurs, même tout en créant de l'insécurité chez les autres. Le double rôle de la police. Et tout l'enjeu ici, je ne peux pas rentrer dans le détail là-dessus, mais ce serait quoi le rôle d'une police dite communautaire? Ça fait plus de 25 ans qu'on en débat, ça fait plus de 25 ans que la police de Québec change aussi ses façons de faire, cherche comment réconcilier ce rôle à la fois d'agent de respect de l'ordre, d'application de la loi, et de son rôle aussi de protéger les individus et de venir en aide aux individus. Et la réponse qui se trouve là-dessus, quel est leur rôle ici? C'est de chasser les gens qui ont des comportements dits déviants ou inacceptables de l'espace. Vous voyez, on peut voir, là, il y a une appréciation divergente sur leur rôle. C'est un troisième enjeu. Le rôle et la façon d'intervenir de la police. Vous voyez? Un quatrième enjeu, c'est celui des groupes communautaires. Rôle, d'ailleurs, l'enjeu ressemble beaucoup au précédent. Quel va être le rôle des groupes communautaires là-dessus et des intervenants communautaires, particulièrement des travailleurs de rue? Est-ce que c'est donner des services ou c'est réguler les comportements? Les groupes communautaires ont déjà un rôle qui est assez proche de la police, de régulation des comportements. Le seul fait d'avoir, par exemple, une soupe populaire, les gens ne sont pas dans la rue, ils sont à l'intérieur. Ils vont manger, ils ont un lieu de sociabilité. Il y a une régulation des comportements chez ceux qui ont des comportements les plus difficiles ou les plus problématiques, pour des raisons de toxicomanie, de santé mentale, par exemple. Ça régule les comportements, le fait qu'ils soient à l'intérieur. Effectivement, on est en intervention individuelle, en intervention de groupe. Il y a des règles à l'intérieur de ces organismes-là aussi. Sinon, on est expulsé. Ils ont déjà un rôle régulateur déjà à l'intérieur des organismes. Ils ont des travailleurs, certains organismes ont des travailleurs de rue, de ce 3S, ça a des travailleurs de rue, qui est une intervention qui vise à aider les gens qui sont mal pris, leur trouver un toit, par exemple, pour la nuit, de quoi manger au moins pour les prochains jours. Mais ce faisant, ils ont un rôle régulateur. Quand la personne est en crise, par exemple, pour des problèmes de santé mentale, on calme la crise. Il y a des ententes d'ailleurs faites avec la police puis certains groupes communautaires. Si une personne est en crise, au lieu d'embarquer la personne puis de l'emmener au poste de police alors qu'elle est en délire, on fait venir un intervenant dans le groupe communautaire pour désamorcer la crise. Okay? Vous voyez, alors déjà, les groupes communautaires jouent un rôle de régulation des comportements dits perturbateurs ou inadéquats ou insécurisants dans l'espace public. Est-ce qu'on veut leur faire jouer davantage ce rôle-là? Et est-ce que c'est le rôle des groupes communautaires de jouer un rôle de réguler les comportements? Si possible, même à la place de la police. On aimerait d'ailleurs, tout le monde serait pour ça, si c'était mieux, ce serait bien mieux si c'était un travailleur de rue qu'un policier. Est-ce que le communautaire a à jouer un rôle comme ça de contrôle des comportements? Et ça pose la question aussi, jusqu'où va ce contrôle des comportements? Quand est-ce qu'un comportement est inadéquat, inacceptable dans l'espace public, par exemple? Des gens appellent la police, par exemple, pour faire une intervention parce qu'il y a un attroupement devant un groupe communautaire. Ils sont 7-8, ils parlent fort, puis ils fument une cigarette parce qu'on ne peut pas fumer en dedans, ils fument dehors. Ils sont sur le trottoir, ils sont 7-8, puis ils font juste parler. Ça, c'est vu par certaines personnes comme étant un comportement dérangeant. Mais est-ce que c'est dérangeant? Est-ce que c'est une incivilité? Est-ce qu'il faut intervenir dans l'espace public? Vous voyez? Puis à côté, au bout du spectre, vous avez le trafic de stupéfiants ou sollicitation, par exemple, pour la prostitution. Jusqu'où? Où est la norme? Où sont les normes à respecter dans l'espace public? Alors, c'est pas juste si les policiers qui doivent intervenir ou si c'est le communautaire qui va venir, mais ils vont intervenir comment? Quand est-ce que c'est pas correct? T'sais? Et puis, la norme, enfin, on peut la placer à différents endroits. Elle va varier énormément. Je vais vous donner des exemples. Puis je donnais l'exemple d'un attroupement de gens qui fument devant un organisme. Pour des gens, c'est vu comme dérangeant. Vous voyez? Une intolérance très très forte, jusqu'où on est conforme pour avoir le droit d'être dans les espaces publics. Notre manière d'être, notre manière de s'habiller, notre manière d'interagir avec les autres, c'est tout ça qui est soulevé autour de cet enjeu-là. C'est pas juste le rôle du communautaire derrière ça. Quand même qu'il prendrait ce rôle-là, c'est quelle norme qu'il va faire appliquer.
c'est loin d'être évident. Cinquième enjeu, vous donnez toujours une idée de toutes les questions qu'on soulève dans notre projet, c'est les personnes marginalisées. Sujet ou objet du discours et des interventions. On parle beaucoup à leur place. Quand il y a des recherches, quand il y a des consultations faites par la police, faites par les municipalités, faites par différents ministères du gouvernement, qui parlent pour eux, c'est souvent les intervenants communautaires. C'est les gens des groupes communautaires. Pour les prostituées, bien, ça va être les groupes communautaires qui s'occupent des travailleurs du sexe. Pour les toxicomanes, ça va être les gens qui interviennent auprès des personnes qui ont des problèmes de toxicomanie, etc., etc. On parle beaucoup à leur place. Non seulement on parle beaucoup d'eux, dans les médias, Michel vous en a donné un aperçu de la manière dont on en parle, mais même aussi quand il y a des consultations et des interventions, on parle beaucoup à leur place. La question, c'est quand est-ce qu'ils peuvent être dans ces débats autour de ces enjeux-là dont je vous parle justement, participer à la discussion sur ces enjeux-là, mais comment pourraient-ils être des participants à ces enjeux-là? C'est pas évident. D'abord parce qu'ils vivent des situations variées. Il y a des gens qui sont dans la pauvreté. Il y a des gens qui sont dans la pauvreté mais ont des problèmes de toxicomanie. Il y a des modes de vie extrêmement différents. Il y a des gens qui vivent la prostitution. C'est toutes des situations extrêmement variées. Il y a des jeunes de la rue qui vivent des fois en gang ou non dans la rue. Ça aussi, c'est d'autres réalités, c'est un autre mode de vie. Ça ne fait pas un groupe homogène. Puis c'est pas un groupe qu'on peut réunir et qui s'élit des représentants. Parce qu'entre eux, il y a des tensions aussi, ça, je n'en ai pas parlé, mais des tensions, effectivement. Il y a des gens qui sont itinérants et qui n'aiment pas ça, les prostituées. Il y a des gens toxicomanes qui ont des problèmes avec des dealers qui sont eux-mêmes des personnes marginalisées. Il y a des tensions et des conflits. Ça ne fait pas un groupe qui a tous des mêmes intérêts. Alors, l'enjeu, c'est comment eux autres peuvent être des acteurs à part entière, comme les autres, parce que les commerçants ont leurs représentants, les résidents ont leurs représentants, les travailleurs communautaires, ils sont organisés, puis ils ont leurs représentants eux aussi. La ville, évidemment, a ses représentants. La police a accès à des espaces où on discute de ces problèmes-là. Vous voyez, tous les autres acteurs, non seulement leurs représentants, mais ils ont accès aux espaces, aux tables de concertation, aux chercheurs, aux lieux de consultation pour discuter de ces problèmes-là, mais pas eux autres. Et tout l'enjeu, c'est comment eux autres pourraient avoir accès, avoir leur mot à dire là-dessus, puisqu'ils sont quand même les premiers concernés. Donc, comment on donne la parole aux personnes marginalisées? De quelle façon? C'est un autre exemple d'enjeu. Là, je vous en ai donné 5, on en a identifié 10 grands enjeux à Québec, tout autant à Montréal. Mais je vous donne une idée un petit peu du type de problème qu'on a dégagé, le type d'enjeux qu'on a dégagés et qui doivent être débattus autour d'une politique de l'itinérance, mais aussi d'une politique générale de la Ville de Québec par rapport aux problèmes qui partagent l'espace public entre les personnes marginalisées et les autres. Il faut se prononcer sur ces enjeux-là. De toute façon, dès qu'on va prendre une mesure ou l'autre, la Ville prend une mesure ou l'autre et la police prend une mesure ou l'autre, elle se prononce sur ces enjeux-là. On est combien? Il y a le monde. On avait encore une diapositive. Comme je vais parler, il y a une autre façon de placer ça, tout ce que je viens de vous raconter là. C'est une analyse transversale. C'est une analyse transversale ici. Je vais prendre le temps de le faire. Vous savez, toutes les stratégies qui ont été soulevées par les personnes qu'on a interrogées en vue de résoudre des problèmes de partage d'espace public, toutes ces stratégies-là, on peut les disposer sur un axe. Okay? Au fond, c'est des manières de résoudre les problèmes de partage d'espace public ou de réguler les déplacements ou la mobilité des personnes marginalisées dans le quartier. Okay. Vous allez retrouver sur l'axe qui va de droite à gauche, je vous en ai en fait dans la présentation, je vous ai déjà un exemple de chacun. L'expulsion, c'est par exemple des interdictions de quadrilatère. La façon de réguler le problème, c'est de sortir les gens du quartier, tout simplement. Là, il n'y a plus de problème de cohabitation. Okay? Ça s'ouvre à la limite extrême du bout. Okay? La dispersion, le meilleur exemple, ben, c'est ce que... c'est la dispersion.
c'est la déconcentration des ressources. Oui, voilà, excusez-moi. Là, je viens de parler. On va prendre des groupes communautaires, puis on va les envoyer à Limoilou, par exemple. On va les envoyer à Saint-Sauveur, on va les étaler. Comme on dit, comme ça va répartir les personnes marginalisées sur un plus grand territoire, qui seront moins concentrés à Saint-Roch, donc il y aura moins de problèmes à Saint-Roch, puisqu'ils vont être moins concentrés. OK? C'est une solution qui se dispose sur cet axe-là. La concentration, le meilleur exemple qu'on a de ça, c'est à Montréal. C'est qu'il y avait des personnes marginalisées dans différents parcs au centre-ville. Eh bien, ce qu'a fait la police, c'est qu'ils les a toutes regroupées dans un seul parc. Fait qu'ils ne les tolèrent plus dans un certain nombre de parcs. Et en les concentrant, le problème est là, puis on va les gérer là. L'exemple est meilleur à Québec, honnêtement. Oui, mais c'est parce que c'est long à raconter. Je manque de temps. J'y reviendrai sur l'exemple de Québec. Mais vous voyez, on les concentre à un endroit pour résoudre le problème. Là, on a un problème à un endroit, mais on va l'avoir juste à un endroit. Okay? À un parc à gérer à Montréal. Ils sont tous concentrés. C'est la solution qu'ils essayent actuellement. Chose sur la normalisation, je vais y revenir. La dilution, je vais en parler, on fait venir des gens de l'extérieur par différents événements. Okay? Ce qui fait qu'ils sont toujours... Là, on ne les sort plus du quartier, mais on les voit moins. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens de l'extérieur, d'autres populations que marginalisées, dans le quartier. Donc, on les voit moins, ils se perdent dans la foule. Okay? La représentation, là, c'est essayer de leur donner une voix puis expliquer leur affaire. C'est par exemple... Mais là, la représentation, elle est faite beaucoup par d'autres. Par exemple, c'est la Nuit des sans-abri, qui est organisée par le RAIC, un ensemble de groupes communautaires à Québec. C'est un exemple qui a eu lieu une fois par année. Ça a eu lieu il y a quelques semaines au Jardin Saint-Roch, justement, pendant toute une nuit. On parle de la situation des sans-abri. On essaie de sensibiliser les gens sur leurs conditions, leur situation. Okay? Et à l'extrême, ce serait le rassemblement. C'est là où les gens, personnes marginalisées, pourraient se regrouper et essayer d'avoir une voix pour faire valoir leur point de vue. Alors, c'est disposé sur un axe qui va de la marginalisation, la répression ou l'invisibilité. On les invisibilise. L'extrême, c'est de les sortir du quartier, tu sais, ou les rendre moins visibles dans le quartier, jusqu'à l'autre extrême où on les rend visibles dans le quartier. Okay? Ils sont inclus dans le quartier. Ils sont disposés sur cet axe-là. La normalisation dont je vous ai parlé, qu'elle soit réalisée par les policiers, okay? La police communautaire, ou par les intervenants communautaires, se place exactement au centre. Vous avez une normalisation ou prévenance, si on veut. Soit dans la normalisation, c'est le rappel de la norme. Ça se fait pas. Tu n'as pas à le faire, arrête de le faire. T'sais. Ou ça peut tendance à ce qu'on appelle nous autres la prévenance, c'est plutôt des activités qui visent à négocier la norme. Essaie d'éviter tel type de comportement, mais tu as le droit d'être comme t'es, puis de t'habiller comme t'es, puis bon, d'être ce que t'es, tu sais, puis d'avoir le mode de vie que tu as. Dans la normalisation, c'est la norme, elle est celle-ci, respecte-la, puis tu peux être dans le quartier. Okay? La prévenance, c'est la négociation de la norme. Jusqu'où, ce que fait souvent, par exemple, les travailleurs de route. Jusqu'où tu peux aller, on peut s'entendre pour que tu puisses rester dans l'espace public. Ça se situe au centre, évidemment, de l'axe, si on veut, qui permet d'être dans le quartier, mais en normalisant les comportements. Okay. Pour avoir droit d'y être, si on veut. Donc, vous voyez, toutes les solutions qui découlaient des enjeux peuvent se placer sur cet axe-là, qui va d'une répression à une cohabitation ou d'une invisibilisation, le mot n'est pas français, mais vous me permettrez, à une visibilisation, une visibilité beaucoup plus grande des personnes âgées. Okay. Avec chacune des limites, elles ont toutes des limites, parce qu'une nuit sans abri, c'est bien, mais ça a des résultats limités, si on veut. T'sais. Ils ont tous donc des limites ou des effets pervers. L'expulsion, c'est bien beau, mais la personne va revenir dans le quartier parce que c'est là qu'elle habite, parce que c'est là que sont les ressources, c'est parce que c'est là que sa sociabilité, ses amis, ses contacts sont là, c'est parce que c'est là qu'elle a toujours vécu. OK? Donc, ils ont tous des limites. Il n'y en a aucune qui est une solution parfaite. Évidemment, placé sur un axe comme ça, vous pouvez deviner notre préférence. Mais même à ça, ici, ce n'est pas des solutions miracles non plus. Elles ont tous des limites. Mais elles jouent toutes sur la visibilisation ou la visibilité et l'invisibilité des personnes marginalisées dans le quartier. Oui, puis elles sont nourries par, comme on disait tantôt, des imaginaires. Je dis que j'y reviendrai là. Effectivement, on peut les situer ici. C'est-à-dire qu'il y a là, effectivement, une opposition entre ces deux idéaux de gestion du partage d'espace public.
qui sont jamais parfaits dans la réalité, comme vient de dire Éric, mais qui sont nourris quand même par justement des visions du monde là, associées à la présence des personnes marginalisées au niveau éco-sanitaire. Effectivement, hein, c'est l'idée d'assainir les nuisances publiques par l'expulsion, dispersion de la concentration, grosso modo. C'est une logique qui n'est pas nécessairement avec des intentions malveillantes, entre guillemets, mais c'est des logiques de raisonnement qui existent, puis qui sont légitimées parce que, écoutez, c'est sûr, vous voyez bien, là, ça fait fuir les touristes, ça fait des effets, tout ça. Donc, ces gens-là, ils nuisent en quelque part, d'une certaine manière. Et on ne va pas plus loin dans le raisonnement. C'est ça qui est assez spécial. C'est d'où il y a une nécessité de faire des débats sur ces choses-là. Et ensuite, c'est l'imaginaire démocratique, on l'a deviné. Et l'imaginaire salutaire, hein, c'est ça dont on parlait tantôt, qui est là dans l'idée du sauvetage ou de la responsabilisation, comme de rappeler la norme. C'est aussi, ta situation est inacceptable, il faut que tu en sortes. Bon. Tandis que la prévenance, c'est beaucoup plus vers l'imaginaire démocratique. Donc, voilà. Chacun des modes de solution, de stratégie, sont associés à l'imaginaire, effectivement, oui. Celle de la gauche, beaucoup plus proche de l'imaginaire éco-salutaire, évidemment. Celle du centre, plus l'imaginaire salutaire, puis celle de la droite, plus l'imaginaire démocratique. Peut-être pour terminer, hein, l'idée de faire ce schéma-là aussi, c'est qu'on l'a présenté aux gens de la pratique aussi, puis aux acteurs, des commerçants, des résidents, des gens qu'on a interviewés. Et ce qui est intéressant pour eux dans ce schéma-là, c'est que ça leur donne une vision, on pourrait dire, d'ensemble des différentes positions des acteurs. Ils se reconnaissent tous là-dedans. Okay? Et bon, ça met la table pour un débat. Parce que c'est ça, notre but, c'était favoriser un débat mais pas en fonction de notre propre vision. Okay? Bien sûr, on ne peut pas s'abstraire complètement de nos intérêts. On est plus vers la droite, là, en guillemets. Là, on est plus vers... Bon. Sauf que, en même temps, c'est important de saisir la logique de raisonnement qui préside à la marginalisation et à l'invisibilité. Parce que ces gens-là, la plupart nous disent non, ils tiennent un discours. Je comprends leur situation, ça ne doit pas être drôle, tout ça, mais il y a des impératifs qui sont plus importants. Tu sais, l'économie, ici, puis ça, bon, voyez-vous, les intérêts le jouent à ce moment-là. Là, à ce moment-là, la grosse question, et là, on peut terminer là-dessus, puis pour avoir aussi les suites, éventuellement. Je vais finir ma phrase. OK, tu conclus. Non, mais c'est juste de dire que la grosse question, c'est qui va arbitrer politiquement sur cette patinoire-là qui est assez glissante, merci, parce qu'il y a beaucoup de conflits qui vont augmenter, parce que là, on investit davantage là, pour vitaliser les deux secteurs, Saint-Roch et Ville-Marie, l'arrondissement Ville-Marie, et ces gens-là vont être de plus en plus en porte-à-faux, les personnes marginalisées, dans cet espace-là où on veut projeter une image là, imparable, parce que la guerre économique est en arrière, là, entre les villes. Voilà, donc notre question, c'est qui va arbitrer politiquement? Juste le petit point que je voulais ajouter, c'est quand tu disais les gens se reconnaissent là-dessus. Un travailleur, un intervenant dans un groupe communautaire qui se reconnaissait là-dedans, moi aussi je fais de l'expulsion. Quand les gens ont un comportement inacceptable, il faut que je les expulse de mon groupe, de mon local, le groupe communautaire. Puis je les sors, parce qu'ils désorganisent tout, parce qu'ils ne respectent pas les règles. Puis on ne peut pas travailler avec ça. Et là, après ça, il est expulsé dehors, mais personne, quand il est expulsé d'un groupe communautaire, là, il n'y a plus personne qui s'en occupe. Il reste la police. C'est pas compliqué, qui est toujours l'ultime recours. En fait, c'est la police. C'est tout ce qui reste. On se reconnaît là-dedans, comme je vois aussi, c'est des sujets. Même les intervenants communautaires disent on fait aussi de l'expulsion. Aussi. Et des fois, on n'a pas le choix de le faire. Pourquoi rien n'est simple? C'est ça que je voulais ajouter aussi. Puis la flèche vers la droite est plus petite parce que qualitativement, c'est ce qui se pratique le moins que l'autre. Ça, c'est clair. En termes de tendance, c'est sûr, c'est difficile à quantifier, mais à qualifier, oui, je pense que les gens le reconnaissent aussi.